Donc on va passer du nord-est au bassin minier Nord-Pas-de-Calais, donc tout en haut chez les Ch'tis, donc pour cette notion de trame verte et bleue, qui a la particularité sur notre territoire d'avoir intégré très tôt, dès sa conception, les notions de loisirs et de sport de nature. Donc cet outil, qui n'est pas un document d'urbanisme prescriptif, mais juste un outil d'aide à la décision et à la planification, c'est d'ailleurs une de ces limites que j'évoquerai tout à l'heure, a été le point de départ d'une réelle dynamique, une réelle prise en compte des sports de nature et le développement des loisirs des sports de nature sur notre territoire. Alors, quelques éléments de contexte pour commencer. Le bassin minier, vous le voyez sur la carte, donc c'est un très large territoire. C'est un croissant qui fait plus de 100 km de long à l'échelle de la région Nord-Pas-de-Calais, ancienne région Nord-Pas-de-Calais. La notion importante là-dedans, dans les quelques chiffres présentés, c'est 1 200 000 habitants. C'est un territoire extrêmement urbanisé, avec une densité de population extrêmement importante. Je pense qu'on est l'un des territoires les plus densément peuplés d'Europe. Donc très urbanisé, très peu d'espace de nature. On a quelques massifs boisés, quelques massifs forestiers, mais ils sont assez anecdotiques. Les seules coupures urbaines que nous avons sont des plaines agricoles. Donc là, la notion d'espace de nature est une problématique constante chez nous. Au niveau structuration territoriale, le bassin minier, il n'y a pas un périmètre administratif. En fait, il est délimité par 251 communes qui ont connu par leur passé une activité minière. Mais au niveau territorial, donc on est à cheval sur 2 départements, sur 7 EPCI, communauté de communes, communauté d'agglo. Il y a une partie du territoire qui est en périmètre parc naturel régional. Nous avons 3 SCOT, 2 agences d'urbanisme sur 2 territoires différents, pas mal de petites associations et d'ingénierie territoriale, dont la nôtre, la mission bassin minier, et 3 futurs pôles métropolitains. Donc je vous laisse imaginer à quel point il est facile de conduire et mener des projets à l'échelle du bassin minier. C'est vraiment une partie de plaisir. Néanmoins, depuis quelques années maintenant, quelques temps, les acteurs du territoire se sont fédérés autour d'une réelle politique de développement touristique, basée sur le court séjour. Alors ça peut paraître assez étonnant, parce que le bassin minier sur le papier, c'est quand même les corons, la mine, la misère sociale, la grisaille. Donc c'est pas très sexy. Pour autant, on a signé l'année dernière un contrat de destination touristique avec l'État. Donc on fait partie de la shortlist des 20 destinations en France qui sont promues à l'étranger. Tout simplement parce qu'on bénéficie de quelques atouts concurrentiels. Donc déjà, on a une position géographique qui est plutôt intéressante. On a 1h30, 1 heure de Paris, Londres et Bruxelles. Donc on se réjouit de dire régulièrement qu'on est au cœur de l'euro-région, même si beaucoup de territoires se revendiquent de la même chose. Et on a surtout 2 locomotives touristiques importantes. La deuxième ne fonctionne pas, c'est pas grave. Donc le musée du Louvre-Lens qui a ouvert ses portes en 2012 et la petite icône qui n'apparaît pas, qui est le classement du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de ses paysages culturels évolutifs vivants. Donc ces 3 facteurs font qu'aujourd'hui, on a une réelle dynamique de développement touristique qu'on a appelée Autour du Louvre-Lens, donc HOL, c'est la marque touristique territoriale, qui s'appuie sur un triptyque culture, nature, loisirs, dont les sports de nature font partie intégrante. Donc ça a été un long processus, une longue démarche qui est passée par la réalisation d'un schéma de trame verte et bleue que je vais vous présenter. Juste avant ça, un petit retour encore en arrière, puisque en fait à la fin de l'exploitation minière, donc de l'activité minière dans les années 60, s'est posé la question du futur et du devenir de toutes ces friches minières, ce que vous avez sur les photos, donc les terris, ces grosses émergences caractéristiques du territoire, et puis tout ce qui est friche industrielle. Je l'évoquais, faiblesse d'espace de nature en région, donc il y a une politique vraiment volontariste et ambitieuse d'aménagement d'espaces verts, puisque finalement ces friches minières sont les seules opportunités de recréer des poumons verts, des cœurs de nature au sein même du tissu urbain. Donc dès les années 70, il y a des politiques massives d'aménagement des espaces verts. On a la politique du GIRSOM, donc il y a un groupement interministériel de requalification des zones minières, avec des moyens alloués qui étaient assez conséquents. C'était aussi la naissance des espaces naturels sensibles, donc la politique des ENS. Il y a eu les politiques friches des contrats de plan. Il y a eu la création d'un établissement public foncier, l'EPF, qui assurait le portage foncier de la requalification de tous ces friches. Voilà, donc tout un tas d'initiatives qui avaient pour vocation de requalifier ces espaces en cœur de nature sur le bassin minier. Néanmoins, dans le traitement qui a été fait de cette requalification,
on a très vite considéré qu'on pouvait ajuster et affiner un peu les perspectives. En fait, il y a eu un traitement très quantitatif, très massif, très uniforme. C'est-à-dire que sur ces sites, on rasait massivement tout ce qui était héritage minier et on replantait massivement la même essence d'arbres partout. Et pour ouvrir ces sites au public, on créait quelques chemins de randonnée. Mais il n'y avait pas une prise en compte très fine des usages, des besoins de la population et même des caractéristiques environnementales et paysagères de ces espaces. Du coup, dès 2000, on a dégainé un concept innovant qui était celui de la trame verte. Donc en 2000, on était l'un des premiers territoires en France à s'embarquer dans ce concept de schéma trame verte. C'était assez innovant. Donc l'idée, c'était de poursuivre encore ces efforts de reconversion à l'échelle du territoire, mais c'était aussi de fédérer l'ensemble des partenaires territoriaux autour d'une approche plurifonctionnelle qui intégrait cette notion de loisirs, d'espace récréatif, de qualité environnementale et paysagère. Donc on avait fait un travail assez fin sur le terrain dès 2000. Donc il y a eu 3 ans en fait de diagnostic écologique. On est allé sur le terrain, on a inventorié toutes ces friches industrielles, leur qualité paysagère, leur qualité environnementale. Ça a été fait en partenariat avec pas mal d'associations écologiques du territoire. Ce qui nous a permis d'identifier ce qu'on appelle les pôles de la trame verte et de les hiérarchiser en fonction de leur vocation actuelle, enfin, à l'époque, ou future. Donc on a dégagé ce qui était pôle de nature, donc protégés ou accessibles en fonction de leur richesse environnementale, et puis des pôles qui, eux, n'avaient pas une qualité environnementale ou biodiversité très développée, et qui pouvaient du coup accueillir un peu plus massivement du public. Donc on les a appelés les pôles de détente et de loisirs, donc à fréquentation modérée ou à forte fréquentation. Voilà, c'est une hiérarchie qu'on a instituée, qui a été partagée à l'époque avec l'ensemble des partenaires territoriaux, et l'idée c'était d'aboutir à une harmonisation à l'échelle du bassin minier entre le nombre de pôles de nature et le nombre de pôles de loisirs et de détente, puisque ce besoin d'espace de récréation était très prégnant quand même chez nous. Je vous rappelle, 1 200 000 habitants et très peu d'espace de loisirs. Ce qui donne aussi la notion de trame au concept de trame verte et bleue sont les corridors écologiques, donc les liaisons. Donc on a essayé d'identifier tous ces corridors, à la fois milieu humide et milieu forestier. Et puis on a essayé d'injecter cette notion d'usage humain, récréatif là-dedans, puisqu'on a identifié 25 itinéraires qu'on a appelés des boucles de trame verte à l'échelle du territoire, donc qui sont aussi des corridors, qui permettent de liaisonner tous ces ensembles de pôles sur le territoire et qui seraient requalifiés en espace, en itinéraire de déplacement mode doux. Alors la chance qu'on avait chez nous dans le bassin minier, c'est que à l'époque de l'exploitation minière, on avait un réseau ferré des mines qui permettait d'acheminer le charbon et qui connectait toutes ces friches minières entre elles. Donc on a un réseau incroyable, un linéaire incroyable d'itinéraires potentiels sur le territoire qu'on requalifie progressivement en itinéraire de déplacement mode doux. Et ça, c'est une chance unique qu'on a sur le territoire. Donc on a pendant très longtemps essayé de les préserver, les conserver, les identifier et les structurer en boucle de déplacement parce que c'était une chance unique pour nous de développer les modes doux. Je rappelle qu'on était en 2000 et on commençait seulement à parler de déplacement en mode doux. Voilà, donc on a essayé d'être assez précurseur là-dessus. Ensuite, on a identifié forcément les zones tampons, donc les coupures urbaines, et notamment les zones agricoles qu'il faut protéger au maximum. Et d'ailleurs, ça a été assez intéressant dans l'inscription du bassin minier à l'UNESCO, puisque ce sont ces coupures paysagères et ces panoramas visibles de l'extérieur qui ont permis d'accéder à ce label UNESCO au titre des paysages remarquables, culturels et évolutifs vivants. Donc on a bien fait de maintenir ces coupures paysagères et de freiner un peu l'urbanisme grandissant du territoire. Et puis forcément, donc, tout ce travail a été cartographié donc pour élaborer ce schéma de trame verte et bleue qui est sorti en 2003. Alors le voici, je ne sais pas si c'est très visible et lisible à cette échelle-là. Je ne sais pas si vous voyez bien la distinction entre pôle nature et pôle de détente. Il y a vert et jaune normalement. En tout cas, voilà, on a essayé d'harmoniser en termes de noms les pôles de loisirs et les pôles de nature. Vous voyez qu'il y a quand même énormément de pôles sur le territoire et puis cette structuration de 25 boucles qui permet de connecter et relier tous ces pôles. Alors c'était une démarche, comme je disais, assez innovante pour l'époque et surtout faite en concertation. Donc vraiment une démarche partenariale avec l'État, la région, les collectivités et les partenaires scientifiques.
C'est l'essence même de ce travail hein, qui a été mené pendant 3 ans et même un peu plus, c'est la démarche partenariale. Et puis ensuite, donc, on a mis en œuvre ce schéma hein, sur le terrain. Donc, ce schéma a été approprié par les départements au titre de la politique des espaces naturels sensibles. Donc, ils sont appuyés sur les préconisations, entre guillemets, enfin, les pôles qu'on avait identifiés, les pôles de nature à préserver, donc, pour développer les espaces naturels sensibles, par les arrondissements pour l'élaboration des SCOT. À l'échelle des agglomérations pour la réalisation des boucles de trains vertes, ce sont les agglomérations qui sont maîtres d'œuvre pour la réalisation des boucles, et puis les territoires voisins qui du coup se sont appuyés sur ce schéma pour garantir les continuités entre territoires. La région, en 2005 me semble-t-il, a intégré donc ce schéma de trains vertes à son schéma régional, qui après a été intégré au schéma national. À partir de 2003, donc nous on a continué à mettre en œuvre ce schéma, on ne s'est pas arrêté là avec juste la réalisation d'un beau dessin. Donc on a accompagné toutes ces collectivités, tous ces partenaires territoriaux dans l'aménagement, la requalification des friches, dans l'aménagement des itinéraires trains vertes. On a aussi publié des cahiers techniques, hein, notamment sur l'ouverture d'un terri au public, sur comment valoriser les modes doux, sur la gestion différenciée. Donc on s'est vraiment investi sur le développement durable. Et puis on était plus loin aussi que ces préconisations, que ce schéma, puisqu'on a commencé à lancer des réflexions un peu plus ambitieuses, notamment la création de la véloroute du bassin minier, qui s'appuie sur ces corridors et ces itinéraires trames vertes. Et puis on s'est lancé pour valoriser tous ces espaces qui sont requalifiés dans l'aménagement d'un GRP bassin minier. Donc nous avons un GRP à l'échelle du bassin minier avec 430 ou 420 km d'itinéraires balisés à l'échelle du territoire et qui passe par toutes ces friches minières requalifiées. Voilà, donc c'était un gros travail. Voilà, quelques illustrations avant et après qui sont toujours assez parlantes. Donc à gauche, vous avez l'ancienne coquerie de Drocourt, donc site industriel par excellence sur le territoire, requalifié là depuis quelques temps en parc urbain. Donc on appelle ça le parc des îles. On a recréé des îles. On y fait du parapente, on y fait de la course d'orientation. Il y a un parcours de marche nordique. On y fait du cerf-volant. Enfin, on est en train de développer tout un tas d'activités sportives dessus. En dessous, vous avez l'ancien réseau ferré des mines, donc les cavaliers miniers, qui sont aujourd'hui requalifiés en itinéraire de mode doux. Voilà. Quelques illustrations. Pour autant, tout n'est pas toujours évident. On est aujourd'hui en 2016 et on fait le constat de quelques dysfonctionnements ou quelques limites dans cette démarche. Comme je vous disais tout à l'heure, le schéma de train vert, c'est juste un outil d'aide à la décision et à la planification. Hein. Et certaines choses sont perdues un peu en route. Notamment, en fait, le temps de l'aménagement est un temps très long. Et entre-temps, bah voilà, les équipes techniques changent, les structures territoriales évoluent, les élus évoluent. Et du coup, l'essence même du travail partenarial et qui était le cœur de la démarche à son origine, bah, c'est un peu perdu en route. On est moins consulté qu'au début dans les démarches, et puis certaines préconisations ou espaces qu'on avait identifiés comme cœur de nature ou à contrario en pôle de loisirs changent d'affectation au gré de la volonté des nouveaux propriétaires ou de structures territoriales qui ne s'appuient plus forcément comme au départ sur ce document. Il faut dire aussi que la hiérarchisation des pôles qu'on avait identifiés, hein, pôle de nature, pôle de détente, elle n'est pas retranscrite exactement dans les documents d'organisme, notamment dans les plus. Ça aide à effectuer le zonage des parcelles, mais voilà, on n'a pas de parcelles qui sont pôles de nature et de détente précisément. Et du coup, voilà, on découvre quelques surprises. On a un exemple en particulier qu'on vient de découvrir. Le site des Argales à Rieulay, qui est donc un ancien site minier qui est magnifique avec un petit étang, un terri, une petite base de loisirs qui a fonctionné pendant des années avec de la voile, du canoë-kayak, des itinéraires de randonnée, un skatepark, voilà, un beau petit espace qui est en plus connecté à une zone ornithologique, donc qui est gérée au titre des espaces naturels sensibles. Donc au passage, je souligne que les deux vocations ne sont pas incompatibles. Hein. On peut avoir une zone ornithologique et de l'activité juste à côté, et il n'y a absolument aucun conflit d'usage parce que les deux vocations sont concertées, sont partagées, sont réfléchies. Donc on peut travailler en bonne intelligence. Néanmoins, voilà, le site a fonctionné. On l'avait classé dans le schéma de travers comme pôle de détente et de loisirs à forte fréquentation, parce que le site était vraiment, au niveau de ses paysages, assez sympa.
Il était en plein cœur de ville, à des accès assez faciles, il avait des caractéristiques topographiques assez intéressantes, pas mal d'activités qui commençaient à s'ancrer dessus, et puis un maire qui était plutôt sensibilisé à la question des loisirs et des sports de nature, donc on l'a identifié comme pôle de détente et de loisirs. Il a fonctionné pendant des années juste avec un statut associatif, un petit club local, etc. C'est jamais posé vraiment la question d'aménager le site et de massivement d'investir dans le développement touristique jusqu'à aujourd'hui, sauf que on s'est aperçu qu'à la dernière révision du PLU, le site est passé en zone N, naturelle, et notamment la parcelle où aujourd'hui un projet est né de construction d'un bâtiment d'accueil qui permettrait de qualifier l'offre, d'accueillir un peu mieux le public, de stocker du matériel, d'aménager des vestiaires, des douches, etc. Cette parcelle-là est rendue inconstructible. Parce qu'on n'a peut-être pas été assez vigilant dans la révision du PLU, parce que le maire n'a pas été vigilant, ou à l'époque c'était pas sa priorité. Voilà, en tout cas il y a eu un dysfonctionnement, et un pôle qu'on avait identifié comme pôle à forte fréquentation, donc qui sous-entendait forcément peut-être, mais on n'a peut-être pas été clair là-dessus, mais l'aménagement d'équipements sur le site voilà, n'a pas conservé ce statut de pôle de détente de loisirs, est devenu une zone naturelle, aujourd'hui inconstructible. Et donc le projet de création d'un bâtiment d'accueil est dans les tiroirs là depuis quelques temps. Donc on est en train de réfléchir des solutions alternatives. Mais voilà, un exemple qui fait que tout n'est pas automatique et que forcément, voilà, en plus de 10 ans, 15 ans d'évolution des dynamiques, voilà, il y a des choses qui passent à la trappe, et quelques exemples nous prouvent qu'on n'a peut-être pas été assez vigilant, clairvoyant dans la réalisation des documents d'urbanisme. Deuxième limite que je pointais aussi sur le territoire, c'est qu'on n'a pas eu jusqu'à maintenant une réelle politique de développement et surtout d'investissement d'équipements, de loisirs et de sports de nature. En fait, les GDESI sur le territoire du bassin minier, à la fois Nord et Pas-de-Calais, sont encore embryonnaires, ils sont naissants. Les projets d'équipement ambitieux sont encore assez rares, hein. Ça n'a jamais été une priorité ou une évidence dans la tête d'un élu ou d'un propriétaire de site d'investir massivement dans le développement touristique et dans le développement d'équipements sportifs. Et à contrario, on a une politique environnementale qui est extrêmement active, notamment la politique des espaces naturels sensibles. Donc ça, on l'avait souligné, on l'a d'ailleurs encouragé. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, je le rappelle qu'on est très faible en termes d'espaces de nature, donc c'est une très bonne chose. Mais on constate aujourd'hui qu'on a un certain déséquilibre dans le nombre de sites ouverts aux pratiques sportives et dans le nombre de sites, notamment d'espaces naturels sensibles. Je crois que j'avais référencé 36 ENS sur le territoire. Par contre, quand on met à côté la liste des sites, des pôles qui sont entièrement dédiés au sport nature, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc on a quand même un déséquilibre flagrant entre nombre d'espaces de nature et sites dédiés intégralement aux pratiques sportives. Parce qu'on a cette politique environnementale qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus active et qui bénéficie surtout de moyens financiers avec la taxe d'aménagement que n'a pas encore la politique des GDESI sur les départements. Alors dans le Nord, la GDESI n'est pas encore constituée, dans le Pas-de-Calais elle est constituée, mais Jérémy ici il pourra peut-être intervenir et préciser, mais je pense que pour l'instant il n'y a pas encore un budget, en tout cas la taxe n'est pas encore allouée du tout à la politique du GDESI. Elle va intégralement à la politique des espaces naturels sensibles. Une fois encore, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, il faut préserver, c'est l'essence même du schéma Trame Verte, hein, de préserver cette biodiversité, mais on constate aujourd'hui un déséquilibre qui se traduit malheureusement par des conflits d'usage et des problématiques de pratiques sauvages. Donc en fait, finalement, à vouloir trop préserver en trop grand nombre, on crée l'effet inverse, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui un site qui ne témoigne pas de pratiques sauvages, motorisés ou autres. Alors des fois ça se fait, monsieur le maire le citait tout à l'heure, ça se fait en bonne foi, hein, quelqu'un qui se promène n'a pas conscience qu'il va dénaturer un milieu, une zone, etc. Il fait juste se promener avec son chien, etc. Mais voilà, je pense qu'on aurait pu aller plus loin si on avait une vraie politique de développement et d'investissement pour requalifier tous ces espaces. On aurait pu aller plus loin dans la canalisation et la maîtrise des usages sportifs de nature. Alors néanmoins, je vais citer un exemple, la politique ENS qui travaille un peu en vase clos, malheureusement. Bon, néanmoins, ces limites, on les a pointées déjà depuis pas mal de temps. C'est pour ça qu'on a anticipé en 2009. On a quand même lancé un diagnostic territorial approfondi, un DTA, sur les sports de nature, donc lancé en partenariat avec la région et l'ADR.
Alors là aussi, hein, c'était une démarche un peu précurseur, puisqu'on était l'un des premiers territoires à bénéficier d'un DTA à l'époque. Donc l'idée, c'était d'aller plus loin donc, dans cette prise en compte des loisirs et des sports nature. On savait très bien que tout ce qui était développement et préservation, l'environnement et la biodiversité, ça marchait très bien. Il y avait les dispositifs, il y avait les financements pour ça. Par contre, il fallait peut-être relancer les réflexions sur les sports nature. Donc on a lancé ce diagnostic territorial approfondi, donc un cabinet d'études qui a réalisé un diagnostic, qui a pointé les faiblesses, les forces, les potentiels, les problématiques, etc. et qui a préconisé un plan d'action pour développer ces activités sport nature. Donc on a mis à partir de 2010, on a essayé de mettre en œuvre ces préconisations. On a fait d'ailleurs beaucoup d'accompagnement des ligues et des comités sportifs. Hein. On a signé des conventions de partenariat, notamment avec le comité de vol libre, le comité de course d'orientation, donc pour les accompagner sur le plan de développement d'activité. On a réalisé aussi des cahiers techniques. Donc là, je cite le cahier technique sur le développement des vols libres. Donc on a recensé finement à l'échelle du bassin minier tous les terris qui pouvaient accueillir la pratique du parapente. On a consigné ça dans un cahier technique. Donc voilà, on est en train de lancer cette démarche en partenariat très étroit avec les acteurs du monde sportif. Et puis on s'est lancé aussi dans l'événementiel sportif, qui n'est pas notre métier à la base, hein, parce qu'on est des urbanistes. Mais voilà, on s'est dit qu'il fallait vraiment montrer le potentiel et valoriser un peu tous ces espaces. Donc on a créé le raid bassin minier, le challenge VTT et le trail des pyramides noires, qui nous prennent beaucoup de temps d'organisation sur notre temps de travail, mais qui nous permettent aussi de montrer aux élus et aux propriétaires des sites que voilà, on peut pratiquer dans ces espaces et ça attire du monde, qui vient même des fois de très loin. Donc cette démarche en fait nous a conduit à aujourd'hui, et je vais finir là-dessus, à se dire qu'on pourrait aller plus loin et réactualiser ce schéma Trame Verte et en faire même un schéma spécifique dédié aux loisirs et sports nature. Donc on est en train de rédiger le premier schéma territorial des activités et des sports de nature à l'échelle du bassin minier. Donc en fait c'est la traduction, on va dire, touristique et marketing du schéma Trame Verte, mais qui prend en compte donc toutes les évolutions territoriales, notamment cette politique de développement touristique. Donc autour du Louvre-Lens, les pôles de Trame Verte, enfin les pôles de nature ou les pôles de loisirs vont se muter en stations sport et nature. Donc voilà, on essaye de marketer et d'aboutir à un vrai document, mais spécifiquement dédié aux loisirs et au sport de nature, et on espère qu'il aura le même impact que le schéma de Trame Verte à son époque, dans un contexte où les collectivités ont bien conscience qu'aujourd'hui, les sports de nature sont un enjeu de développement économique et touristique. Donc tous les indicateurs sont ouverts pour relancer un peu ces discussions et faire des sports de nature un outil qui déclenche les visites sur notre territoire. Voilà, quelques illustrations et je m'arrêterai là. Je suis tout à vous pour les questions. Très courte, quelle est la structure juridique qui porte le territoire du bassin minier? Pardon, c'est pas un territoire administratif. Nous, notre structure, on a un statut associatif. On est une petite vingtaine de techniciens de tout horizon. Alors on a des chantiers divers, hein, parce on était la structure qui a porté la candidature UNESCO, on est gestionnaire du label UNESCO, on a un pôle Trame Verte, donc on a élaboré ce schéma. On fait aussi de la requalification de l'habitat minier, hein, donc on a des architectes. On travaille aussi sur les déplacements, le transport. Enfin voilà, on a tout un champ d'action assez large. À l'échelle du bassin minier, on est une structure d'accompagnement et de développement. Donc on ne finance rien, on n'est pas maître d'œuvre ni maître d'ouvrage. On accompagne les collectivités, les propriétaires des sites dans la requalification et le renouveau de ce territoire. Et donc on dépend de financement public forcément, donc État, région, département et les 7 collectivités d'agglo du territoire. Oui. Quelle est la nature des opérateurs sport de nature? C'est du domaine public, privé voilà. Alors, le privé, c'est encore un gros mot, hein, chez nous, dans le bassin minier. En fait, tous ces sites sont propriété publique, tout simplement parce qu'à l'époque, donc, quand Charbonnage de France a arrêté son activité minière, tous ces sites ont été cédés à l'établissement public foncier qui portait le foncier de manière temporaire, dans le but de le revendre aux collectivités territoriales. Donc ne pouvaient acheter dans un premier temps
ces friches minières que les départements, les EPCI ou les communes. Ces friches minières n'ont pas été cédées à du privé. C'est en train de changer. Je crois que cette convention avec l'EPF, elle avait une durée limitée. Je crois que c'était 2016 ou 2017. Et à partir de là, je pense que maintenant, on va pouvoir ouvrir les dernières friches qui sont encore en exploitation actuellement, puisqu'on extrait encore un peu de schiste sur quelques-uns de ces terris, vont peut-être être cédés au privé, mais c'est pas encore vraiment défini. Donc pour l'instant, tout est en statut public, pour l'instant. Et on commence seulement, depuis quelques temps, à accueillir des privés qui s'intéressent au territoire, parce que UNESCO, parce que Louvre-Lens, parce que voilà, tout un tas de choses, et qui veulent investir et s'implanter sur le territoire. Mais c'est vraiment très récent. Il y a eu quelques initiatives il y a quelques années, notamment, comment ça s'appelle, Center Park, qui a voulu s'implanter sur un site. Le problème, voilà, c'est que parler de privatisation d'espace, à l'époque, c'était inenvisageable. Et les élus, à l'époque, ont fermé la porte à Center Park. On a eu 2-3 initiatives encore privées, mais voilà, ça n'a pas encore été, c'était pas une évidence à l'époque. Aujourd'hui, on fait un peu marche arrière. Maintenant, dès qu'on a un privé qui arrive, on l'accueille avec le champagne et on le bichonne. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, alors moi c'est pas une question, c'est une réflexion. Moi je trouve que c'est hyper intéressant la démarche que vous avez envisagée. Par contre, je pense que vous n'avez pas hiérarchisé les pôles. Vous avez fait des pôles nature et vous avez fait des pôles loisirs. Donc vous les avez catégorisés. Et la hiérarchie, elle arrive dans un second temps et c'est là qu'elle vous échappe parce que du coup il n'y a plus d'harmonie. Et cette hiérarchie, elle s'illustre par ce que vous expliquez comme étant finalement un pôle nature qui prend le dessus. C'est-à-dire l'environnement prend le dessus, alors c'est en dehors de toute considération personnelle, mais l'environnement prend le dessus finalement sur l'activité de loisir. Donc vous avez catégorisé des pôles, et la hiérarchie, elle s'opère malgré vous après. Mais vous n'avez pas fait de hiérarchie au départ. Vous avez justement, au nom de l'harmonie, fait en sorte qu'il y ait un équilibre. La hiérarchie, elle intervient après par rapport à d'autres phénomènes sur lesquels j'essaierai de présenter quelques lignes tout à l'heure. Alors, la hiérarchie, en fait, c'était plus en termes d'accueil du public. C'est-à-dire qu'on pouvait se permettre d'accueillir beaucoup plus de nombre de publics sur certains espaces que sur d'autres. Maintenant, oui, il n'y a pas eu de hiérarchie en fonction de leur vocation ou de leur valeur. Et ce constat-là, on l'a fait. C'est pour ça qu'on a lancé le diagnostic territorial approfondi pour rectifier un peu le tir et qualifier un peu davantage les caractéristiques de chacun de ces pôles en fonction des activités qu'on pouvait développer. Mais c'est venu un peu plus tard, ouais, effectivement. Moi, j'ai juste une question parce que tu as évoqué à un moment donné le fait de la construction en zone N. C'est quelque chose qui nous a déjà été relayé plusieurs fois dans nos retours d'expérience. Le fait, non pas de construire, là je ne sais pas quelle a été la nature du projet, mais ne serait-ce que d'avoir des structures légères d'accueil sur ces zones N, d'accès à la rivière ou d'accès à des départs de sentiers de randonnée. Qu'est-ce qu'il en est peut-être, Madame Chauffour, sur les possibilités ? Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement fermé ou est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être mises en place ? Ou est-ce que c'est... Non, en fait, la zone, je vous disais, la zone agricole et la zone N, elles sont par principe inconstructibles, mais on a quand même des possibilités de construction qui sont prévues. Donc ça dépend aussi du règlement qui a été adopté par la collectivité. Mais d'où ce que vous disiez, en fait, de faire connaître ce document pour peut-être prévenir ce type de difficultés. Après, le document d'urbanisme, il n'est pas figé. On a des outils d'évolution, notamment pour des projets dits d'intérêt général, où on peut faire évoluer le document via des déclarations de projet. Le problème, c'est quand ça arrive a posteriori, ça a un coût, et voilà, c'est mieux de le prévoir en amont. Bien. Allez, une dernière question, après on enchaîne. Jean-Rémy Sanchez, communauté de communication au Conflans dans les Pyrénées-Orientales. J'avais une question par rapport au calendrier de mise en œuvre de justement ce schéma de trame verte et bleue. Ensuite, une autre sur quelle a été l'articulation avec les démarches de SCOT à l'échelle du Grand Bassin minier. Et la dernière question, comment s'est organisée la concertation avec les élus, mais surtout les socioprofessionnels, pour justement mettre en place un plan d'action efficace à l'échelle du territoire. Alors, sur la question du calendrier, vous savez combien de temps on a lancé la démarche en 2000, 3 ans de travail de terrain, publication du schéma en 2003. Aujourd'hui, on est en 2017 et en 2016 et on s'appuie encore dessus. Et tous les espaces n'ont pas encore été requalifiés, donc il y a encore du boulot.
notamment les boucles de tram verte. On n'a qu'une petite partie qui est aménagée actuellement. Ça dépend du bon vouloir des collectivités et de leurs priorités. La deuxième question, c'était sur les SCOT. Alors, moi, forcément, en 2000, j'étais encore sur les bancs de l'école, donc je ne suis pas le mieux placé pour vous expliquer comment ça s'est passé. Forcément, ça a été diffusé. Comme je le disais, l'essence même de ce travail, c'était la concertation. Donc, je pense qu'à l'époque, la technicienne qui a élaboré le schéma, enfin, qui pilotait ce travail chez nous, participait à l'élaboration des SCOT. Et à chaque réunion. Je pense que ça s'est perdu au cours de route parce qu'on a eu beaucoup de missions qui sont ajoutées, etc. etc. Donc on n'est plus aussi vigilant, mais à l'origine, voilà, on participait à l'élaboration des SCOT et on se servait de ce document comme appui. Et troisième question donc, sur la concertation, notamment avec les élus. Les socioprofessionnels aussi. De la pleine nature notamment. Les socioprofessionnels de la pleine nature. Alors là, est-ce que vous avez fait en amont un audit justement des besoins sur le territoire et vous avez vraiment identifié justement dans le cadre du schéma les sites de loisirs? Alors, on s'est appuyé sur des constatations. Il y a pas mal de pratiques qui se sont créées. Forcément, le VTT, la marche, la course à pied, la randonnée, etc. Chacun des sites ont témoigné. On s'est appuyé... alors, pareil, je pense que dans le processus de concertation, on a fait aussi... les élus ou les propriétaires des sites étaient impliqués. Je pense qu'ils nous faisaient remonter l'état des pratiques sur le site. Après, une fois encore, c'était l'orientation qui a été donnée, c'était en fonction du bon vouloir du propriétaire et de son sentiment vis-à-vis de la vocation future du site. Parce que moi, ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est que vous avez créé l'offre ex nihilo, puisque justement, c'était pas des sites dédiés à la pratique à l'origine, non, ce sont des sites industriels. Alors, je reviens aussi sur l'intervention sur le reste tout à l'heure, entre le débat entre site naturel, site aménagé, etc. Un terri, ce n'est pas un site naturel, ça a été créé par la main de l'homme, donc c'est un site industriel. Donc on a toujours du mal à rentrer un terri dans la bonne case quand on parle de développement de projet sport nature. Donc on le met en site naturel aménagé, même si c'est pas un site naturel à la base. Mais voilà, c'est une petite anecdote. Oui, on a créé l'allemand, mais en même temps le besoin et la demande était déjà là. Sur pas mal de ces sites, il y avait beaucoup d'activités qui sont créées progressivement. L'idée, c'est aussi de les conforter et les développer. Bien, je peux juste un petit peu avant. Je vois pas qui parle. Juste refaire un petit point peut-être avant l'intervention. Je pense que Je vais faire la sieste. Je pense que en deux mots, l'ECDESI pour nous c'est une démarche extrêmement intéressante. Forcément, ce schéma et le DTA va nourrir les travaux du DESI. On travaille, on fait partie des groupes de réflexion et de la commission. Néanmoins, voilà, on est vraiment en attente des moyens qui seront alloués à ces ECDESI. Ce que je disais tout à l'heure, la politique, notamment des espaces naturels sensibles, bénéficie de la taxe d'aménagement, pour l'instant à hauteur de 100% chez nous. On espère pouvoir avoir une petite part de cette taxe pour aménager des équipements, parce que un propriétaire, une commune qui est en gestion un site tel que c'est terri, alors un terri ça va de 20 à 80 hectares. Le parc des îles de la photo que je montrais tout à l'heure, c'est 140 hectares. Forcément, ça a un coût en termes d'entretien, en termes de gestion. Il faut sécuriser les abords, aménager les cheminements, gérer quotidiennement l'invasion naturelle, etc. Enfin, c'est un réel coût pour une petite commune. Et quand une structure, notamment dans le Pas-de-Calais, la politique des ONS a été confiée à un syndicat mixte extérieur, quand ce syndicat mixte tape à la porte des élus en disant vous voyez, vous avez un site, vous avez du mal à le gérer, si vous nous le filez, nous, ça vous coûtera rien, et nous, on le gère et on l'entretient, forcément, les élus disent oui, d'accord, allez-y, gérez mon espace, soit je vous confie le foncier, soit je vous le confie en gestion, quoi. Et forcément, bon nombre d'espaces qui avaient un potentiel intéressant pour les sports nature, pour faire un stade de descente VTT ou pour tout un tas d'activités, nous échappent et sont confiés au titre de la politique des ONS, qui n'est pas une mauvaise chose, mais qui devient un peu trop invasive pour l'harmonisation et la répartition des vocations. Ok, merci beaucoup Cyril Daillet pour cette présentation.